Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une capsule vidéo sur un sujet que j'aborde régulièrement dans les séances avec les personnes que j'accompagne, qui part d'une question. Est-ce que vous vous retrouvez régulièrement dans une situation où vous vous retrouvez coincé dans un fonctionnement, dans un rôle, dans un positionnement vis-à-vis de la vie ou vis-à-vis des autres personnes, et où vous n'arrivez pas à finalement mettre en place certaines actions et sortir de ces fameux rôles, de ces fameuses positions, et du coup qui vous empêchent d'être totalement vous-même. Donc d'aligner vos actions par rapport à ce que vous ressentez réellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans ce type de situation? C'est ce qu'on va aborder si jamais vous êtes concerné par ça. Comment du coup on peut se sortir de là? Quelles sont les étapes? C'est ce que je vais vous indiquer dans cette vidéo. Quelles sont les 5 principales étapes qu'il faudrait suivre pour essayer de sortir de cet enfermement, de ces blocages, et comment retrouver face à ça plus de liberté, plus de facilité à essayer d'être soi. Et finalement, techniquement, vous allez voir qu'au fur et à mesure de ces étapes, c'est comme si on passait d'une polarité yin un peu déséquilibrée en difficulté du coup émotionnelle, puisque le yin, c'est tout ce qui est souvent dans la réception des informations et du coup beaucoup d'émotions, à une action, donc le yang, qui va être équilibré par rapport à ce qu'on comprend réellement de soi et du coup en alignement avec ce qu'on ressent vraiment intérieurement. La première grande étape pour faire tout ce processus, qui est évidemment indispensable, c'est d'observer ce qu'on ressent, de accueillir ces émotions qui remontent et de vraiment faire un temps d'écoute par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il faut accepter de vivre une émotion douloureuse et d'accepter de se laisser traverser par elle. Donc on ne freine pas son émotion, on n'essaye pas de se restreindre à la calmer le plus vite possible. Donc toutes les techniques qui sont de la gestion émotionnelle qui vont freiner l'émotion, soit dans son intensité, soit dans sa durée, peuvent être utiles dans certains cas de figure parce qu'on est dans une situation où c'est pas confortable d'exprimer son émotion, mais attention à ne pas utiliser ce type de technique dans toutes les situations et se retrouver à ne jamais finalement s'autoriser à vivre l'émotion, de passer outre, de la cacher dans les poches et de finalement se couper de ce qu'on ressent parce que c'est pas confortable effectivement, et que à force on se retrouve pas dans un déni ou dans une problématique de ne pas savoir ce qu'on ressent et quoi faire de tout ça. Parce que souvent, plus on s'interdit de vivre l'émotion, plus on la cache dans les poches sous le tapis, on se retrouve avec une montagne de poussière et on finit par trébucher sur le tapis ou ne plus pouvoir utiliser ses poches pour, au lieu de mettre des émotions douloureuses, de mettre des pierres précieuses à l'intérieur. Donc, au final, la première étape, c'est donc d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi et de vivre vraiment l'émotion, de s'autoriser à être en déséquilibre, de s'autoriser à être vulnérable vis-à-vis de ce qu'on ressent pour vraiment décharger. L'émotion, elle a vraiment une utilité, ça n'a pas été mis en place dans notre fonctionnalité, dans notre cerveau, dans notre physiologie pour rien. C'est une charge intérieure qui a besoin d'être exprimée. Vous l'avez peut-être certainement vu que, étymologiquement parlant, il y a une notion de mouvement vers l'extérieur dans le mot émotion. Et donc si on s'interdit d'exprimer et de ressentir au minimum dans un premier temps, de voir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de soi et de se laisser malgré tout choir dans l'émotion, de se laisser tomber au sol comme certains peuvent l'exprimer et de pleurer tout ce qu'il y a à pleurer, de crier tout ce qu'il y a à crier, etc. en fonction de l'émotion qu'on ressent, et ben ça va créer une surcharge intérieure qui, à force d'être reniée, va créer de la somatisation. Et ça, on connaît tous cette problématique-là, d'une façon ou d'une autre. Et on a déjà regardé, peut-être d'une façon ou d'une autre, ou un jour dans notre vie, la symbolique d'une maladie, qui est très intéressant à regarder. Et quand on ne va pas au bout
de la décharge émotionnelle, c'est une tension qui reste non seulement dans son corps, mais également dans toute la partie énergétique de soi et qui va rester finalement comme une carapace autour de soi et qui va empêcher d'aller plus loin dans le processus. Donc vraiment, vraiment, première étape, s'autoriser à ressentir l'émotion et aller jusqu'au bout du processus émotionnel, quitte à se mettre dans un état pas possible parce que vraiment l'émotion est très forte. Et là, en fonction de la situation, s'il y a une intensité très forte, ce n'est pas à négliger. On peut avoir une émotion qui reste, euh, on va dire, contenue. Et là, je ne parle pas d'essayer de gérer l'émotion, je parle vraiment parce que l'émotion est désagréable ou agréable, bien sûr, mais qu'elle est gérable, mais que des fois, ça vient nous pousser vraiment très très loin dans nos retranchements. Et là, c'est toujours très intéressant d'observer que certaines émotions nous poussent beaucoup plus loin dans l'intensité de ce qu'on ressent. Et souvent, quand il y a une intensité vraiment très forte, c'est que là on touche à un nœud important du fonctionnement de la personne, donc c'est vraiment pas à négliger. Donc dans cette première étape, vraiment regarder quel est l'espace qui est atteint à l'intérieur de nous, que ce soit positivement ou négativement, parce que l'émotion qui va être exprimée dit vraiment ce qui nous fait défaut, ce qui nous manque et donc nos besoins. Et à partir de là où on comprend quels sont ce qui nous manque, quelles sont les choses qui nous manquent et quels sont nos besoins, on peut enfin prendre certaines décisions, faire certaines actions qui vont aller vers une procédure de guérison finalement, ou quelque chose comme ça, ou en tout cas aller dans le sens de nous remettre en équilibre. Donc si on est tout le temps en train de passer à côté de son émotion, on ne comprend pas pourquoi on vit les choses et on ne sait pas ce que ça vient dire de nous, ce que ça vient nous donner comme information sur ce qu'on est en train de vivre véritablement. Donc jusqu'à quel point on est touché dans cette émotion, et évidemment, il y a certains cas où il se passe des choses et on ne ressent rien. Et là, souvent, quand on a passé le stade où on sait que techniquement on devrait ressentir quelque chose, que ce soit positif ou négatif, et on ne ressent pas d'élan, il n'y a rien qui se met en mouvement à l'intérieur de soi, ou alors pas plus que ça, pas plus que l'intellect connaît de la situation et comment, entre guillemets, devrait être la réponse émotionnelle face à cette situation. Quand il y a une absence d'émotion, c'est souvent très révélateur également. Et là, évidemment, on aborde le sujet en séance, mais de façon générale, c'est certainement que par rapport à cette émotion en particulier, et ça peut également toucher plusieurs panels d'émotions dans certaines personnalités qui ont vécu certaines choses difficiles, c'est le signal, l'absence d'émotion, d'un blocage par rapport à l'émotion de base. Qu'est-ce qui est venu bloquer l'expression de cette émotion dans notre histoire? Est-ce qu'il y a eu des événements qui font que cette émotion en particulier n'a pas été autorisée à être exprimée, et c'est venu souvent toucher quelque chose qui était important à l'intérieur de soi, et ça a mis en place un mécanisme de protection qui fait qu'à l'avenir, cette expression émotionnelle n'ayant pas été accueillie par souvent malheureusement les parents ou une personne d'autorité dans notre enfance, et qui du coup va enclencher un mécanisme de protection qui fait que cette émotion-là, on se la refuse. Et ça se met en place aussi bien sur les émotions douloureuses que même sur des émotions vraiment positives, parce que voilà, il se passe certains événements et ça se positionne comme ça. Donc, première étape, observation des émotions. Quelles émotions? Dans quelle intensité, forte, absence, tout le panel qu'il peut y avoir entre les deux, et qu'est-ce que ça vient exprimer comme besoin sous-jacent, à quoi ça fait référence chez nous. Deuxième étape, apprendre à accepter que ces émotions soient présentes et apprendre à accepter qu'on ait des besoins qui ne soient pas comblés derrière, et que ces besoins sont liés à une histoire personnelle avec laquelle il va falloir apprendre à faire la paix. Donc dans cette deuxième étape, on se retrouve à un moment clé qui vient nous toucher vraiment profondément dans notre fonctionnement, parce que finalement c'est tout le mécanisme réflexe, pourquoi il s'est mis en place, quelque part qu'on est en train d'observer dans cette étape-là.
Et grâce à ces informations, on va pouvoir détricoter notre histoire et mettre en place d'autres actions par rapport à ça pour combler enfin les besoins qui sont cachés derrière nos émotions. Les besoins qui naissent par rapport à ces différentes émotions dépendent de chacun, parce que des fois, sous une même type de catégorie d'émotions, on va avoir un besoin qui va être différent par rapport aux différentes personnes. Pardon. Et quand on essaye de répondre à certains besoins qu'on peut ressentir vraiment profondément, on peut se retrouver dans une situation où on a l'impression que ce besoin n'a pas lieu d'être et que le combler pourrait être malvenu par rapport à tout un tas d'idées, de croyances qu'on a en tête. Et dans ces cas-là, on se met parfois à se dire que on n'a pas le droit d'exprimer notre besoin, donc ça va rentrer dans une certaine dynamique qui va complexifier notre situation. Et des fois, on va se rendre compte qu'on a un besoin et qu'il faut absolument le remplir, sauf qu'on a une mauvaise compréhension de ce besoin et on va apporter une réponse vis-à-vis de ça qui ne va pas être tout à fait en accord avec le véritable besoin. C'est-à-dire que le besoin de base est tellement douloureux et vient tellement chercher quelque chose de profond qu'on passe par des comportements indirects pour essayer de le remplir, sauf que comme on passe de façon indirecte, on ne va pas véritablement résoudre le problème de base, on va peut-être même parfois en rajouter. Et là, par exemple, une situation vraiment typique et très facile à comprendre, c'est le cas des addictions. Et par exemple, l'addiction alimentaire, où on se retrouve dans le fait de combler un manque intérieur. Donc, il y a une problématique intérieure d'un besoin par rapport à une difficulté de se sentir en lien, de se sentir vide, de se sentir en désamour vis-à-vis de soi, etc. Donc, une histoire différente pour chacun, mais dans une expression extérieure qui semble être la même, où on va essayer de combler par l'alimentation. Et on se rend bien compte que on a l'impression de remplir quelque chose, d'aller mieux sur le moment parce qu'il y a une impulsion qui se met en place, mais qu'évidemment, une fois le moment passé, le véritable besoin intérieur, lui, n'est toujours pas rempli et on va répéter certains scénarios, certains mécanismes. Alors ça fonctionne sur tous les types d'addiction, parce que ça c'est un mécanisme vraiment qui est c'est pas une question de facile à mettre en place, mais qui est réflexe, automatique pour essayer de compenser quelque chose à l'intérieur de soi, mais ça peut être aussi sur toutes les attitudes un peu dangereuses, un peu extrémistes dans le comportement, donc divers et variés également dans l'expression, mais voilà, des comportements un peu dangereux pour finalement notre intégrité physique ou émotionnelle. Et par rapport à ça, on ne va pas pouvoir y échapper. Donc autant un désir ne va pas avoir de côté obligation à être rempli, même si évidemment ça peut faire naître une frustration, autant un véritable besoin profond, même si on ne sait pas d'où il vient et d'où ça sort, etc., il y a vraiment une exigence de la part de la physiologie interne ou de la psychologie interne. Il y a une question de survie qui est derrière les besoins. Donc c'est vraiment très important de prendre le temps de comprendre son histoire, voir comment les mécanismes se sont mis en place pour vraiment comprendre comment dénouer ce qui s'est joué là et pouvoir enfin enrayer le processus derrière tout ça. Donc deux choix possibles vis-à-vis d'un besoin qu'on repère enfin, dont on prend enfin conscience. Est-ce que je le renie ou est-ce que je le comble ? Est-ce que je le comble d'une façon directe ou indirecte en me créant plus de difficultés, que ce soit corporelles ou psychologiques dans mon lien avec les autres ou quoi que ce soit. Le risque, quand on essaye de renier
Donc nos émotions, nos besoins, c'est vraiment de rentrer dans un processus de somatisation et de finalement continuer d'attirer à soi des situations de vie, des personnes qui viennent toujours nous rappeler à ce besoin initial. La vie est faite ainsi, où finalement, si on ne résout pas le nœud profond, toute la vie se met en route pour nous montrer là où il faut regarder, donc ça finit par se répéter, et même si on croit parfois avoir résolu certaines problématiques intérieures, si on l'a fait pas suffisamment profondément ou par un processus indirect, ça vient forcément nous exploser à la figure un jour ou l'autre, et revenir sur le tapis finalement, et nous faire encore trébucher encore une fois. Donc combattre un besoin est inefficace, essayer de le combler d'une façon qui n'est pas appropriée est inefficace, et le renier finalement l'est tout autant. Donc la seule solution, c'est d'assumer qu'on a cette histoire-là, d'assumer que ça s'est mis en place de cette façon, et qu'on a ce besoin absolu à remplir, parce que sinon on ne s'en sortira pas, ça viendra toujours nous travailler et revenir sur le devant de la scène et nous empêcher d'être qui on est véritablement. Et c'est comme si ça nous enchaînait à une programmation dont on n'arrive plus à se libérer, qui fait que face à certaines situations, on rentre systématiquement dans un comportement et dans un rôle qui finalement nous pose problème, et par rapport à certains domaines de notre vie, nous empêche de véritablement nous épanouir, parce qu'on ne prend pas les décisions qui s'imposent à nous, même si on ne veut pas le voir toujours vraiment clairement. Donc ça demande du temps, mais c'est des étapes qui sont vraiment nécessaires et qu'on voit du coup en séance. Troisième étape importante dans tout ce processus, c'est d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à exprimer et à assumer notre histoire, d'apprendre à assumer ses besoins et prendre soin de soi face à ça. Parce que s'exprimer, ça veut dire mettre à l'extérieur tous les ressentis qu'on peut avoir, et ça veut dire qui on est. Ça veut dire montrer aux autres, mais aussi à soi-même, qu'on s'accorde de l'importance et qu'on se priorise d'une certaine façon. Donc l'expression, elle peut se faire de différentes façons. Il y a bien évidemment tout ce qui est parole, les mots, mais ça peut être dans nos actions, on n'est pas obligé de s'exprimer, mais notre démonstration fait qu'on montre qui l'on est et on exprime notre position. Ça peut être dans certaines décisions de façon générale, et ça peut être aussi dans une gestuelle, dans une posture vis-à-vis de l'autre. Mais ça peut également être dans la façon dont on se montre, par exemple la façon dont notre maison est décorée, la façon dont on est habillé, voilà, tout ça est une expression de soi qui vient démontrer aux autres qui on est. Donc c'est important, et souvent la peur qui est liée à l'expression, qu'on retrouve souvent chez les personnes qui peuvent avoir des difficultés au niveau de la somatisation, au niveau du chakra-gorge et au niveau de tout ce qui est ORL, voilà, des angines, etc., qui viennent se positionner. Souvent la peur de s'exprimer, c'est la peur des conséquences de l'expression. Donc ça veut dire ne pas être accepté dans ce qu'on exprime de soi, ça veut dire qu'on montre une différence. Donc on se retrouve avec une problématique ici, qui est de oser prendre le risque d'être exclu, de ne pas être accepté pour qui on est, et ça vient encore une fois toucher un mécanisme de survie complètement archaïque chez nous, qui est de prendre le risque du coup de fonctionner seul et de se mettre en danger vis-à-vis de notre vie, puisque dans les temps anciens, ne plus faire partie du groupe, c'était vraiment prendre des risques très forts pour la survie physique finalement. Sauf qu'on n'est plus du tout dans une société où vivre seul nous met en danger réellement physiquement, c'est plutôt de l'ordre émotionnel d'exprimer qui on est
et de ne pas faire partie éventuellement d'une communauté, de sa famille, de conserver ses amis, ses amours, etc. Donc, mais malgré tout, de toute façon, c'est complètement implanté dans notre cerveau depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas y couper, et que même si c'est de l'ordre émotionnel et psychologique, la peur de l'exclusion, ce sentiment-là, de toute façon, on passe tous par là, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à apaiser à l'intérieur de soi, parce qu'on ne peut pas l'annihiler, on ne peut pas l'enlever de ce qu'on ressent, mais il va falloir apprendre à passer outre et à oser être soi. Parce que finalement, s'exprimer face à un groupe qui ne nous convient pas, oser marquer sa différence, c'est aussi se construire. Dans sa structure de façon générale, c'est se donner une forme au lieu d'être complètement dissolu dans un groupe, c'est se donner une identité par rapport à une collectivité. Et du coup, si on fait l'analogie par rapport à la vie humaine et les différentes étapes qu'on peut avoir dans notre vie, c'est-à-dire que quand on est totalement dépendant de nos parents, de notre famille, de notre groupe proche, et à un moment donné, au niveau de l'adolescence et de l'âge adulte, on ose sortir du groupe, on ose devenir indépendant, d'avoir sa propre identité. Donc finalement, là, on se retrouve dans une problématique du est-ce que je suis adulte, est-ce que j'ose grandir, et est-ce que j'ose sortir du groupe pour me prendre vraiment tel que je suis, et prendre soin de qui je suis et oser le montrer au monde. Donc là, ça nécessite d'être vraiment dans cette troisième étape, bien connecté à notre histoire, à notre besoin initial, et de se sentir légitime dans ce besoin d'expression, de ressentir que véritablement, face à l'expression de notre besoin, ne pas le faire, c'est rentrer dans une problématique qui va en s'empirant, et que finalement, ne pas le faire, c'est courir des risques plus importants que de se taire. Donc à un moment donné, voilà, c'est assumer ses besoins et commencer à avancer vers l'étape suivante qui va être la prise en charge. Finalement, s'exprimer, c'est investir sur soi, c'est s'impliquer pour soi-même, c'est miser sur la personne qu'on est, donc ça veut dire reconnaître ses propres valeurs et d'oser partir de là où on en est. Parce qu'évidemment, quand on observe ses besoins, on constate qu'on est dans une forme de vulnérabilité. Si on a des besoins, c'est qu'il y a quelque chose à combler. Sauf que on va se retrouver dans une problématique du je suis imparfait, je suis défaillant, et qu'est-ce que je fais de ça, et est-ce que je vais réussir à aller au bout, est-ce que je vais réussir à combler mon besoin, etc. Mais là, il y a une question de accepter l'histoire, accepter l'imperfection, accepter les défaillances, et oser partir de là, oser partir d'un terrain qui n'est pas parfait. Donc voilà, c'est comme ça que ça se met en place au niveau de l'expression. Il y a vraiment cette intégration, cette étape d'intégration à faire. Ensuite, dans la quatrième étape, on va donc prendre la responsabilité, prendre en charge véritablement la réponse à apporter au besoin qui a été repéré. Ça nécessite de prendre des initiatives, et ça nécessite de constater que par moment, il y a certains besoins qu'on ne peut pas combler par soi-même. Et oui, il y a parfois la possibilité qu'on se retrouve confronté au fait que la limite est là et je dois demander de l'aide. Ça, c'est pas toujours évident non plus. Mais apprendre à l'accepter permet de aussi voir les choses autrement, c'est-à-dire que dans la façon dont on va demander de l'aide, on va créer du lien. Et au lieu de se sentir vulnérable vis-à-vis de là ou les personnes à qui on demande de l'aide, de voir les choses autrement et de dire qu'au final, on est en train de créer du lien, et qu'en créant du lien,
on retrouve la fermeture du cercle qui fait que les choses vont en je te donne, je reçois, et finalement, en demandant de l'aide et en créant le mouvement, je reçois quelque chose qui vient remplir non seulement un besoin, mais me montrer que j'ai de l'importance, que j'ai de la valeur et que je peux avoir de l'estime de moi-même. Donc finalement, oser au départ se montrer vulnérable, être en demande par rapport à un besoin qu'on ne peut pas combler directement, va créer dans un deuxième temps un mouvement où on se sent plus valorisé et finalement va être tout à fait profitable et parfois d'une manière vraiment très surprenante quand on ose finalement se montrer dans toute notre vulnérabilité. Donc quand on prend la responsabilité de la réponse qu'on doit apporter vis-à-vis de ses besoins, ça veut dire qu'on pose vis-à-vis de l'extérieur le fait qu'à présent on se respecte, qu'on apprend à se connaître et que donc on n'est pas non plus autant que ça dans la vulnérabilité puisque on sait qui on sait là où ça peut pécher entre guillemets et le fait qu'on apporte une réponse vis-à-vis de ça, qu'elle soit parfaite ou imparfaite, crée finalement un sentiment de sécurité intérieure qui fait que on ne se sent plus en faiblesse vis-à-vis de ceux qui pourraient porter un jugement par rapport à tout notre parcours et là où on en est à ce moment-là. Quand on apprend à se respecter dans le fait d'avoir des besoins et de chercher à les combler, on va se retrouver évidemment confronté avec des désapprobations, des gens qui n'ont pas fait ce cheminement d'écoute d'eux-mêmes ou qui sont dans un autre mouvement personnel parce que finalement leur besoin va un peu à l'encontre des nôtres, etc. Et là, encore une fois, on va se retrouver avec certaines peurs qui vont être réveillées et il va falloir, de la même manière que pour les étapes précédentes, apprendre à passer outre ça. Mais voilà, c'est vraiment dans les différents blocages et résistances qu'il peut encore y avoir à ce stade-là, c'est accepter qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ce comblement de besoins. C'est apprendre à accepter que parfois on n'est pas compris, que parfois on va quand même être exclu, ou que parfois il va falloir soi-même prendre la décision de s'exclure d'un groupe, et parfois devant certaines situations de devoir insister sur le fait que notre besoin a de la légitimité et qu'il est important que l'autre apprenne également à respecter nos besoins. Donc d'apprendre à poser ses limites et de se sentir responsable de nos propres limites et de ne pas attendre que ce soit l'autre qui fasse le nécessaire pour nous remplir. Donc il y a effectivement deux façons d'exprimer nos blocages et nos résistances vis-à-vis de cette prise de responsabilité. C'est dans un premier temps, comme je le disais donc juste avant, d'espérer que l'autre nous devine ou que l'autre comprenne qu'il y a des besoins à l'intérieur de nous et d'attendre que l'autre le fasse, de se positionner de façon passive finalement par rapport à ça et finalement de se retrouver dans une situation où le besoin n'est pas comblé ou alors qu'il l'est mais que le fait, si jamais si on avait pris la décision de faire une expression de besoin, de demander de l'aide et que l'autre nous apporte son aide, parfois certaines personnes peuvent avoir la sensation que le fait d'avoir demandé, eh bien ça veut dire que ça n'a pas de valeur, que l'autre aurait dû comprendre, que l'autre aurait dû deviner et que c'est ça qui montre le fait de ne pas exprimer et que l'autre le fasse quand même d'une façon ou d'une autre, c'est ça qui montre que nous on a de la valeur et que l'autre nous aime, nous apprécie, nous respecte, etc. Donc on va finalement se tirer un peu une balle dans le pied parce qu'on remet le pouvoir à l'extérieur et on se positionne donc dans la passivité et dans l'attente que nos besoins soient comblés et ça peut durer éternellement.
Donc voilà, à un moment donné, il faut vraiment prendre la responsabilité d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de soi et quels sont nos besoins. Le deuxième blocage, la grande tendance du deuxième blocage, ça va être de exprimer ce qu'on a besoin, d'exprimer ce qui nous fait défaut et d'avoir peur donc de montrer sa vulnérabilité et de fournir finalement des armes à l'autre pour nous blesser, nous attaquer d'une façon ou d'une autre, nous montrer du doigt et nous exclure. Donc là, montrer sa défaillance, voilà, je l'ai déjà expliqué, c'est prendre un autre type de risque. Donc ce sont les deux grandes tendances pour ceux qui se bloquent dans ces étapes-là et qui s'empêchent finalement d'aller jusqu'au bout du processus, de se choisir vraiment et de se donner de l'importance. Et ensuite, cinquième étape, une fois qu'on a pris la responsabilité de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'y apporter une réponse, c'est de vraiment prendre la décision jusqu'au bout et de passer à l'action. Non seulement dans l'expression du besoin, mais aussi quand le besoin doit être comblé par soi-même, d'oser aller au bout, d'oser poser des actions, d'oser changer de vie si le besoin est de ce type-là, d'oser changer de région si c'est de ce type-là, d'oser sortir d'une relation qui est douloureuse et de vraiment être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand on consent à combler ses besoins par soi-même, que ce soit correctement entre guillemets fait ou de façon donc imparfaite au départ, c'est là qu'on retrouve véritablement la liberté d'être soi, parce que c'est totalement différent dans la sensation intérieure quand on avance en sachant pourquoi on le fait, que d'agir de façon automatique et que ça tombe bien. Il y a un sentiment de satisfaction intérieure et de se sentir vraiment aligné avec soi que quand on a eu entre guillemets de la chance, que nos besoins sont comblés sans qu'on exprime quoi que ce soit. C'est beaucoup plus valorisant finalement à terme en tout cas. Et tant qu'on n'a pas trouvé finalement la motivation intérieure, la motivation intrinsèque pour remplir ces différents besoins, toutes les actions qu'on met en place en général vont être soit inefficaces, soit éphémères dans le temps, et on ne va pas réussir à tenir dans la durée. Donc pour tenir véritablement dans la durée, c'est important que l'énergie qu'on mette en place vienne de quelque chose d'intérieur et non pas que ce soit à l'extérieur. Je vous donne un exemple qui peut-être vous parlera. Quand on est enfant et qu'on doit faire ses devoirs, réviser, etc., on a beaucoup de difficultés en tant que parent de motiver son enfant quand il n'a pas compris que finalement tout le travail et l'investissement scolaire qu'il avait à faire, c'était pas pour nous faire plaisir, donc faire plaisir à son professeur ou à ses parents, c'est vraiment parce que c'est utile pour sa propre vie et son futur. Donc évidemment, là on est dans le cas de est-ce que je suis une motivation extérieure ou une motivation intérieure. Et on voit bien que quand l'étudiant a une motivation intérieure, eh bien les parents, les professeurs n'ont absolument plus besoin d'être finalement entre guillemets sur lui pour lui rappeler tout le temps qu'il y a ceci ou cela à faire et que ça se fait, les choses se font de façon beaucoup plus facile et naturelle. Donc pour soi-même, c'est la même chose. Trouver sa motivation intérieure, trouver pourquoi on fait les choses, d'où ça vient, etc., va nous faire durer beaucoup plus longtemps dans notre action. Et c'est important parce que quand on a certains changements de vie à mettre en place, certains mécanismes qui sont douloureux dans leur façon répétitive de se mettre en place, et ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des réflexes intérieurs qui ne se dénouent pas du jour au lendemain. Donc pour pouvoir tenir dans la durée et réajuster les choses au fur et à mesure, c'est nécessaire de vraiment se connecter
à ce qui est à l'intérieur de soi pour pouvoir perdurer dans son action. C'est un petit peu comme l'histoire du lièvre et de la tortue, où finalement voilà, la tortue y est allée de façon imparfaite. Pour ceux qui estiment qu'il faut se dépêcher quand on est en train de courir et faire une course, qu'on est dans la compétition, sauf qu'elle avait simplement la motivation intérieure du je vais jusqu'au bout du processus jusqu'à la ligne d'arrivée, et elle a pu tenir dans la durée, alors que le lièvre peut-être était moins connecté à ça et y est allé par à coup de façon complètement désordonnée et s'est perdu en route, et puis finalement n'a peut-être pas réussi à franchir la ligne d'arrivée. Donc pour pouvoir avancer et passer à l'action, il y a non seulement tout ça, mais il y aura aussi quelque chose d'autre à mettre en place, c'est de se rendre compte que vraiment, c'est à nous de le faire. Qu'il n'y a pas à tergiverser à ce sujet-là, qu'on ne peut pas se déresponsabiliser et dire oui, mais mon histoire est de cette manière, il m'est arrivé ceci ou cela, c'est pas de ma faute, etc. À un moment donné, il va falloir apprendre à gentiment sortir des excuses et oser y aller, oser aller jusqu'au bout. Et pour ça, donc, écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est véritablement le moteur de notre action. Au final, vous le verrez quand vous serez à cette étape-là, agir n'est pas plus énergivore que ça. On pourrait penser que cette mise en mouvement, poser ses actions, c'est ça qui est difficile, mais au final non, c'est pas ça qui est difficile. C'est le pourquoi je fais les choses. C'est éclaircir le pourquoi qui est beaucoup plus compliqué à vraiment ancrer à l'intérieur de soi. Parce qu'une fois que c'est ancré, les actions se positionnent d'elles-mêmes. Même si au départ, évidemment, on va tâtonner, on va être imparfait dans nos actions et ça va peut-être nous demander du temps, de l'organisation, des planifications. Il y a tout un tas d'étapes dans la vie qui ne peuvent pas se faire sans que d'autres aient été mises en place auparavant. Donc parfois ça va prendre des semaines, des mois, des années pour qu'on arrive à retourner une situation qui au départ ne nous convient pas. Mais peu importe, à partir du moment où on est véritablement connecté au pourquoi on fait les choses, ce n'est pas l'action qui est compliquée, c'est de rester connecté et de ne pas perdre contact avec qui on est à l'intérieur et de ne pas perdre contact avec la liberté qu'on s'offre finalement au bout du processus. Donc voilà, c'était l'essentiel. Je regarde un peu mes notes. Non, j'ai fait le tour. Donc voilà, j'espère que ces quelques informations vous auront permis de vraiment voir les choses encore sous un nouvel angle. Moi, c'est ce que j'essaye de faire de façon générale, de un peu théoriser certains mécanismes, certains fonctionnements intérieurs pour que vous puissiez les utiliser pour mieux vous comprendre et mieux passer à l'action pour cette vidéo-ci, mais aussi être mieux en relation avec les autres. Si certaines théories ou certains fonctionnements vous semblent encore un peu compliqués, n'hésitez pas à mettre un message sous la vidéo. Et évidemment, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez toutes les informations de toute façon sous la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.